15 juillet 2022, 3h15 du matin. L'air est une chape de plomb sur l'air de repos de Lançon-Provence. 32 degrés qui te collent le survêt à la peau. Ça sent la poudre, le métal chaud de l'Audi et le sang de Kader, mon pote, qui s'étale sur le bitume. Allongé là, ma TN blanche immaculée devenue rouge, le parfum vanille de l'arbre magique se mélangeant à l'odeur de la mort. J'ai tout compris. On n'était pas des loups. On était juste des chiens qui avaient mordu la mauvaise laisse. Ce soir-là, en voulant jouer les caïds, on a signé notre arrêt de mort. Écoute-moi bien. Avant qu'ils ne censurent cette vidéo, avant que les mecs en costard à Paris ne fassent disparaître cette histoire comme ils ont essayé de me faire taire, abonne-toi et like. C'est pas pour la gloire, c'est mon assurance vie. Ce que je vais te raconter, ça ne passe pas sur BFM TV. C'est la vérité crue, celle qui se cache derrière les règlements de compte. Celle qui montre que les vrais patrons ne sont pas ceux qu'on croit. Ce que je te donne là, c'est un secret d'État payé avec le sang de mon équipe. Maintenant que t'es avec nous, je peux tout te dire. Rembobine. Il est 1h du matin. On est encore les rois du pétrole. Le V8 biturbo de la RS6 ronronne dans le parking souterrain de la Castellane, une bête de 600 chevaux prête à dévorer l'asphalte. L'odeur du béton froid se mêle à celle du shit qu'on vient de fumer. On se sent invincible, les maîtres du jeu. L'adrénaline commence à monter, pure et puissante. On est la DZ Mafia, les seigneurs de Marseille. Et ce soir, on va encore le prouver. Je suis Yanis, alias le pilote. Dans le réseau, ma réputation n'est plus à faire. Quand il faut un mec qui a les mains soudées au volant et le cœur glacé, c'est mon nom qui sort. L'Audi RS6 gris Nardo, c'est ma couronne. Personne d'autre ne la touche. C'est plus qu'une voiture, c'est un symbole de notre puissance, un missile sol-sol qui nous rend intouchables aux yeux des Schmitt et des autres équipes. À son volant, je ne suis plus un simple mec de la cité, je suis le roi de l'autoroute. À côté de moi, il y a Kader. Lui, c'est le contraire. Impulsif, la gâchette facile, le sang toujours chaud. Il est là pour la force brute, pour la dissuasion. Sa calache. Il la traite comme une extension de son bras. Notre duo est rodé, moi, la précision chirurgicale au volant. Lui, le chaos contrôlé à la portière. Ensemble, on est une machine de guerre, les deux faces d'une même pièce qui ne tombe jamais du mauvais côté. On se croit invulnérable, un mythe vivant des quartiers nord. Le briefing a été rapide, donné par un grand du quartier dans la pénombre du parking. La voix grave, respectée. Un convoi des Yoda remonte d'Espagne, plein à craquer de matos. On les plume sur l'autoroute. Propre, net. Faut leur montrer c'est qui les patrons à Marseille. L'info venait d'une Pouki bien placée, elle semblait en béton. Pour nous, était une mission de routine, une simple démonstration de force pour asseoir notre domination sur le territoire et faire rentrer de l'oseille. Mais la vérité, c'est que ce N était pas juste pour la thune. Était pour la agra. L'humiliation pure et simple de nos rivaux. Les voir à genoux sur le bas-côté, le regard vide, pendant qu'on repart avec leur chargement, ça n'a pas de prix. C'est ça, le vrai pouvoir dans la rue. Ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu peux prendre aux autres. C'est cette montée d'ego, cette sensation d'être au-dessus de la loi, au-dessus de tout le monde, qui nous faisait vraiment vibrer. On est habillé pour la guerre, notre uniforme de charbonneur. Ensemble de survêtements Lacoste noir intégral discret et efficace. La sacoche Gucci en bandoulière pour le style, et au pied, la paire de Nike TN, requin blanche, neuve, intouchée. C'est notre armure, le symbole de notre réussite. On représente la cité, on représente la puissance de la DZ Mafia. Chaque détail compte. Chaque marque est une affirmation de notre statut. On est des soldats du bitume. Et ce soir, on part en campagne. Dans la boîte à gants, mon Glock 19 dort tranquillement. Il n'est pas censé servir. Mon arme à moi, c'est l'Audi. Ses accélérations foudroyantes, sa capacité à disparaître dans le trafic, c'est ça ma signature. Kader, lui, a sa calache entre les jambes, le canon pointé vers le sol, prêt à cracher le feu à la moindre seconde. La tension est palpable, mais c'est une bonne tension. C'est l'excitation du prédateur qui sent l'odeur de sa proie, une certitude froide et absolue que la nuit nous appartient. On quitte Marseille par l'A7, l'autoroute du soleil. La RS6 glisse sur l'asphalte, silencieuse et mortelle. Les lumières de la ville éloignent dans le rétroviseur, remplacées par l'obscurité de la campagne provençale. Le spotter, notre ouvreur dans une Clio banale, est déjà loin devant. Il est nos yeux,
Son job est simple, repérer la cible, nous donner le feu vert et disparaître. C'est une mécanique bien huilée, une chorégraphie qu'on a répétée des dizaines de fois. On est des professionnels. L'attente commence. C'est le moment le plus étrange. Le moteur ronronne à peine. La musique tourne en fond. Un rap français qui parle de notre vie. Dehors, c'est le calme plat. Juste le défilement des lignes blanches et des rares camions qui roulent la nuit. On ne parle pas beaucoup. On est concentré, chaque fibre de notre être tendue vers l'objectif. On attend le signal, le message qui va transformer cette nuit tranquille en un enfer de quelques minutes pour nos cibles. Puis le téléphone vibre. Un message du spotter, Volvo V60 Break, IMMAT espagnol, fil de droite, seul à bord, à vous. C'est tout, précis, concis. Mon cœur s'accélère d'un coup. Je regarde Kader, il hoche la tête, un sourire carnassier aux lèvres. Je mets le pied au plancher. Les 600 chevaux se réveillent d'un coup. Nous plaquons au siège. La bête est lâchée. La chasse est ouverte. La Volvo apparaît au loin. Un point lumineux fragile dans notre viseur. Elle est exactement comme décrite. Une voiture de père de famille qui roule tranquillement sans se douter de rien. Le conducteur a l'air d'un type normal, la quarantaine, fatigué par la route. L'archétype parfait de la mule qui traverse l'Europe pour quelques milliers d'euros. Dans ma tête, le plan tourne en boucle. Ça va être facile, trop facile. C'est cette pensée, cette arrogance, qui a été notre première erreur. On voyait un agneau, mais on avait affaire à un tout autre animal. Le plan est simple, comme toujours. Je vais le coller par l'arrière, lui mettre la pression. Le T-Max de nos deux autres coéquipiers, qui nous suivaient à distance, va le dépasser et se rabattre brutalement devant lui, l'obligeant à freiner. On le coince, on le force à se ranger sur la prochaine aire de repos. 5 minutes, c'est plié. On prend la cargaison, on brûle la Volvo pour effacer les traces et on dégage. Un classique du Go Fast, une opération nette et sans bavure. La manœuvre s'engage. Je fonds sur la Volvo, mes phares xénon remplissant son rétroviseur. Je vois la silhouette du conducteur se crisper. Il ralentit, surpris. Au même moment, le T-Max surgit de la nuit, son moteur hurlant, et se place devant lui. C'est un balai mortel parfaitement exécuté. Le break est forcé de quitter l'autoroute et de s'engager sur l'aire de repos déserte. Tout se déroule comme prévu. On est les maîtres. On contrôle la situation de A à Z. L'aire de repos est silencieuse, seulement éclairée par quelques néons blafards. La Volvo s'immobilise. Je me gare en travers derrière elle, bloquant toute fuite. Kader n'attend même pas que le moteur soit coupé. Il saute de la voiture, la calache à la main, et se rue sur la portière du conducteur. Il hurle, sa voix résonnant dans la nuit. « Sors de la caisse, fils de pute, les mains sur la tête, donne tout. » La violence est notre langage, la peur notre outil de travail. Et c'est là que tout a commencé à déraper. Le chauffeur ne panique pas, pas un cri, pas un sursaut. Lentement, presque cérémonieusement, il coupe le contact de sa voiture. Les phares s'éteignent, nous plongeant dans une semi-obscurité. Il ne met pas les mains sur la tête. À travers la vitre, je vois son visage. Il regarde Kader droit dans les yeux avec un calme glacial, un sang-froid que je n'avais jamais vu de ma vie. Était inhumain. Un mec normal, quand tu lui mets une calache sous le nez au milieu de la nuit, soit il chiale, soit il pisse dans son froc, soit il obéit au doigt et à l'œil. Lui, non. Il était immobile. Son regard ne sciait pas. Il nous détaillait, analysait la situation avec une froideur terrifiante. Était comme s'il n'était pas la victime. Était comme s'il nous observait, nous, comme si nous étions des insectes sous un microscope. Cette absence de peur était plus effrayante que n'importe quelle menace. C'est à ce moment précis que mon estomac s'est noué. Un frisson glacé a parcouru mon dos malgré la chaleur étouffante. Une petite voix dans ma tête a commencé à hurler que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas un simple convoyeur. J'ai senti le piège se refermer sur nous. On avait déconné. On était tombé sur quelqu'un ou quelque chose qui ne faisait pas partie de notre monde, qui jouait selon des règles différentes. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Kader, lui, n'a rien senti de tout ça. Pour lui, ce calme était un affront, une provocation. La Agra, était son domaine, et ce type était en train de lui manquer de respect. Énervé, il a cessé de crier. Il a fait le tour de la voiture, se dirigeant vers le coffre. Il allait l'ouvrir de force, prendre le matos et en finir.
Tu veux jouer au malin? On va voir, a-t-il marmonné, levant la crosse de son fusil pour fracasser la vitre arrière. Le contact du métal sur le verre a été le déclencheur, mais ce ne fut pas le bruit d'une vitre qui explose. Au lieu de ça, un flash aveuglant, d'une blancheur absolue, a jailli du coffre, accompagné d'un son strident et assourdissant, une grenade flash ou un truc du genre. La détonation a projeté Kader en arrière, complètement désorienté, hurlant de douleur et de surprise, les mains sur son visage. Il était à terre, neutralisé en une fraction de seconde. Simultanément, 2 tirs secs ont déchiré la nuit. Pas une rafale de Kalash. 2 détonations chirurgicales, précises, professionnelles. Panne. Panne. J'ai vu Kader, à terre, dont la tête a basculé en arrière. Un petit trou est apparu sur son front. Il ne bougeait plus. Mort. J était paralysé, le cerveau incapable de traiter l'information. D'où venaient les tirs? Je n'avais vu personne. C était comme si l'obscurité elle-même nous avait tiré dessus. De cette même obscurité, des silhouettes ont émergé. 2, puis 3, tout en noir, équipés de la tête aux pieds, se déplaçant sans un bruit. Pas d'uniforme de police, pas de brassard, pas de gyrophare. Leurs mouvements étaient fluides, économiques, une chorégraphie mortelle. Ils n'ont pas crié « police ». Ils n'ont rien dit. Ils avançaient en formation, leurs armes pointées vers nous, couvrant chaque angle. C étaient des fantômes, des prédateurs sortis de nulle part. Le chauffeur de la Volvo était sorti de sa voiture, un pistolet à la main, se déplaçant avec la même efficacité glaçante. Il n'était pas la cible, il était l'appât. On était tombé dans une souricière. J'ai eu le réflexe d'enfoncer l'accélérateur, de tenter une fuite désespérée. Mais avant même que la voiture ne bouge d'1 centimètre, un tir a fait exploser mon pneu avant droit dans un bruit de tonnerre. L'Audi s'est affaissé. J'y étais piégé. La portière s'est ouverte d'un coup sec. Une main gantée m'a agrippé par le col de mon survêtement et m'a jeté dehors comme un sac. Ma tête a heurté le bitume. J'ai senti une douleur fulgurante dans ma jambe. Une balle. Il m'avait tiré dessus sans que je m'en rende compte. En moins de 3 secondes, J était passé de prédateur à gibier, de roi de l'asphalte à un type blessé qui saigne sur le sol. La réalité venait de me frapper en pleine gueule avec la violence d'un train. Le monde tournait autour de moi. Je voyais flou. Les hommes en noir ne s'occupaient plus de moi. Ils ont sécurisé la Volvo. L'un d'eux a ouvert le coffre. Il n'y avait pas des kilos de drogue. Juste une petite mallette en métal type militaire. Il l'a prise, a refermé le coffre, et ils ont échangé quelques mots rapides avec le chauffeur. Leurs voix étaient des murmures, des chuchotements professionnels. Je n'étais plus un acteur de la scène. Je étais un déchet sur le décor. Aussi vite qu'ils étaient apparus, ils ont disparu. Ils se sont fondus dans la nuit, s'évanouissant dans l'ombre derrière l'air de repos. Pas de voiture, pas de bruit, des fantômes. Le chauffeur de la Volvo est remonté dans son véhicule, a démarré et a repris l'autoroute tranquillement, comme s'il venait de faire une simple pause café. Je suis resté seul sur le bitume, à côté du corps de Kader, dans un silence de mort. 10 minutes plus tard, l'enfer s'est de nouveau déchaîné, mais cette fois, c'était un enfer familier. Les gyrophares bleus et rouges de la BRI et de la gendarmerie ont déchiré la nuit. Des dizaines de véhicules, des hommes en armes partout. Ils ont débarqué en hurlant, sécurisant la zone. Pour eux, la scène était claire, un règlement de compte classique entre narcotrafiquants. Un mort, un blessé, 2 voitures, des douilles de Kalash par terre. L'histoire était déjà écrite. L'humiliation a été totale. Les premiers flics de la BAC arrivés en renfort m'ont traité comme la dernière des merdes. Ils m'ont mis sur le ventre, un genou sur le dos. Les mains menottaient si fort que mes poignets saignaient. J'ai essayé de leur dire. J'ai balbutié, c'étaient pas des mecs de cité. C'étaient des militaires, des fantômes. Ils se sont marrés. Pour eux, J était juste un autre voyou qui délirait après s'être pris une balle, essayant de sauver sa peau. Personne ne m'a cru. Le combat était fini. La justice des hommes commençait. J'ai pris cher. Association de malfaiteurs. Tentative de vol à main armée. Homicide involontaire parce que J était le pilote dans une opération qui a mal tourné. La mort de Kader, c'est moi qui l'ai prise sur le dos. Le juge n'a jamais voulu entendre ma version des faits. Les preuves étaient là. Une attaque de go-fast qui a dégénéré. L'État a fourni une version simple et crédible. La mienne était celle d'un fou. La sentence est tombée comme un couperet. 20 ans de prison. 20 ans pour une erreur de jugement de quelques secondes.
20 ans pour avoir cru qu'on était les plus forts. 20 ans pour avoir mordu à un hameçon qui n'était pas pour nous. Mon avocat a dit que je m'en sortais bien. Bien? Ma vie était finie. Mon pote était mort. Et les vrais tueurs, eux, étaient probablement en train de boire un café quelque part. Leur mission accomplie. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à l'ombre. Mais pas au Baumette avec les autres mecs de Marseille. Ils m'ont transféré à l'isolement à Fresnes, loin de tout. Je comprends pourquoi. Je n'ai pas eu droit à des interrogatoires de flics classiques. J'ai eu des visites. Des mecs en costard gris, sans visage, qui ne disaient jamais leur nom. Ils ne me posaient pas de questions sur le trafic, mais sur ce que j'avais vu cette nuit-là, sur les silhouettes. Je suis seul. Mon réseau m'a lâché. Pour eux, soit je suis devenu fou, soit je suis une pouquille qui a retourné sa veste pour avoir une peine moins lourde. Personne ne veut croire à mon histoire de commando invisible. Dans notre monde, ça n'existe pas. Il y a les gangs, il y a les flics. Point final. Parler de services secrets, de la DGSE, c'est de la science-fiction. Je suis devenu un paria, un fantôme moi aussi, hanté par le souvenir de cette nuit. Où suis-je maintenant? Dans une cellule de 6 mètres carrés, avec pour seule vue un mur en béton. Je repasse cette nuit en boucle, chaque seconde, chaque détail. L'arrogance dans nos yeux, la certitude de notre victoire, puis le flash, le bruit, le calme terrifiant de ce chauffeur. J'ai appris ma leçon de la manière la plus brutale qui soit. Une leçon sur la véritable chaîne alimentaire du pouvoir. Une chaîne dont nous n'étions même pas le dernier maillon. Et le prédateur, le chauffeur de la Volvo. Je suis sûr qu'il est quelque part en Afrique ou au Moyen-Orient, en train de préparer une autre opération, un autre piège. Il a probablement déjà oublié nos visages, simples dommages collatéraux dans une partie d'échecs qui nous dépassait complètement. Il est l'instrument d'une force invisible et absolue, celle de l'État. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne se vante pas, mais qui frappe avec une précision mortelle. Dans la cité, on apprend la loi du plus fort. On se croyait des lions dans la jungle de béton de Marseille, les rois de notre petit territoire. La vérité, c'est qu'on n'était que des hyènes bruyantes et stupides. Et ce soir-là, sans le savoir, on a marché sur le territoire du vrai roi de la jungle. Un roi qui ne rugit pas pour impressionner la galerie. Il frappe et il disparaît dans la nuit. La rue, c'est rien. Le vrai pouvoir, le seul qui compte, il est invisible. 15 juillet 2022, 3h15 du matin. L'air est une chape de plomb sur l'aire de repos de Lançon-Provence. 32 degrés qui te collent le survêtement à la peau. Ça sent la poudre, le métal chaud de l'Audi RS6 et le sang de Kader, mon pote, qui s'étale sur le bitume brûlant. Allongé là, ma TN blanche immaculée devenue rouge, le parfum vanille de l'arbre magique se mélangeant à l'odeur de la mort. J'ai tout compris. On n'était pas des loups. On était juste des chiens qui avaient mordu la mauvaise laisse. Ce soir-là, en voulant jouer les caïds, on a signé notre arrêt de mort. Écoute-moi bien. Avant qu'ils ne censurent cette vidéo, avant que les mecs en costard à Paris ne fassent disparaître cette histoire comme ils ont essayé de me faire taire en prison, abonne-toi et like. Ce n'est pas pour la gloire, c'est mon assurance vie. Ce que je vais te raconter, ça ne passe pas sur BFM TV. C'est la vérité crue, celle qui se cache derrière les règlements de compte, celle qui montre que les vrais patrons ne sont pas ceux qu'on croit. Ce que je te donne là, c'est un secret payé avec le sang de mon équipe. Maintenant que t'es avec nous, je peux tout te dire. Rembobine. Il est 1h du matin. On est encore les rois du pétrole. Le V8 biturbo de la RS6 ronronne dans le parking souterrain de la Castellane, une bête de 600 chevaux prête à dévorer l'asphalte de l'A7. L'odeur du béton froid se mêle à celle du shit qu'on vient de fumer. On se sent invincible, les maîtres du jeu. L'adrénaline commence à monter, pure et puissante. On est la DZ Mafia, les seigneurs de Marseille, et ce soir, on va encore le prouver. Je suis Yanis, alias le pilote. Dans le réseau, ma réputation n'est plus à faire. Quand il faut un mec qui a les mains soudées au volant et le cœur glacé, c'est mon nom qui sort. L'Audi RS6 gris Nardo, c'est ma couronne, un symbole de notre puissance que personne d'autre ne touche. C'est plus qu'une voiture, c'est un missile sol-sol qui nous rend intouchables aux yeux des Schmitz et des autres équipes. À son volant, je ne suis plus un simple mec de la cité, je suis le roi de l'autoroute. À côté de moi, il y a Kader. Lui, c'est le contraire, mon opposé parfait. Impulsif, la gâchette facile, le sang toujours trop chaud. Il est là pour la force brute, pour la dissuasion pure et dure. Sa calache, il la traite comme une extension de son bras, toujours prête à cracher.
Notre duo est rodé. Moi, la précision chirurgicale au volant. Lui, le chaos contrôlé à la portière. Ensemble, on est une machine de guerre, les deux faces d'une même pièce qui ne tombe jamais du mauvais côté. On se croit invulnérable. Le briefing a été rapide, donné par un grand du quartier dans la pénombre du parking. Sa voix était grave, respectée. Un convoi des Yoda remonte d'Espagne, plein à craquer de matos. On les plume sur l'autoroute. Propre, net. Faut leur montrer c'est qui les patrons à Marseille. L'info venait d'une Pouki bien placée. Elle semblait en béton armé. Pour nous, était une mission de routine, une simple démonstration de force pour asseoir notre domination sur le territoire et faire rentrer de l'oseille facilement. Mais la vérité, c'est que ce N était pas juste pour la thune. Était pour la agra, l'humiliation pure et simple de nos rivaux, les voir à genoux sur le bas-côté, le regard vide, pendant qu'on repart avec leur chargement. Ça n'a pas de prix. C'est ça, le vrai pouvoir dans la rue, la véritable monnaie des échanges. Ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu peux prendre aux autres. C'est cette montée d'ego, cette sensation d'être au-dessus de la loi, qui nous faisait vraiment vibrer jusqu'au fond des tripes. On est habillé pour la guerre, notre uniforme de charbonneur, ensemble de survêtements Lacoste noir intégral, discret et efficace pour se fondre dans la nuit. La sacoche Gucci en bandoulière pour le style et l'oseille, et au pied, la paire de Nike TN, requin, blanche, neuve, intouchée. C'est notre armure, le symbole de notre réussite. On représente la cité, on représente la puissance de la DZ Mafia. Chaque détail compte, chaque marque est une affirmation de notre statut. On est des soldats du bitume en campagne. Dans la boîte à gants, mon Glock 19 dort tranquillement, bien au frais. Il n'est pas censé servir. Mon arme à moi, c'est l'Audi. Ses accélérations foudroyantes, sa capacité à disparaître dans le trafic. C'est ça ma signature, ma vraie force de frappe. Kader, lui, a sa calache entre les jambes, le canon pointé vers le sol, prêt à cracher le feu à la moindre seconde. La tension est palpable, mais c'est une bonne tension, celle du prédateur qui sent l'odeur de sa proie. Une certitude froide que la nuit nous appartient. On quitte Marseille par l'A7, l'autoroute du soleil. La RS6 glisse sur l'asphalte, silencieuse et mortelle comme une ombre. Les lumières de la ville S éloignent dans le rétroviseur, remplacées par l'obscurité totale de la campagne provençale. Le spotter, notre ouvreur dans une Clio banale, est déjà loin devant, nos yeux sur la route. Son job est simple, repérer la cible, nous donner le feu vert par message codé et disparaître. C'est une mécanique bien huilée, une chorégraphie répétée des dizaines de fois. L'attente commence sur une aire d'autoroute déserte. C'est le moment le plus étrange. Le moteur ronronne à peine, la musique tourne en fond, un rap français qui parle de notre vie, de nos galères et de nos ambitions. Dehors, c'est le calme plat, juste le défilement des lignes blanches et des rares camions qui roulent la nuit. On ne parle pas beaucoup, on est concentré. Chaque fibre de notre être tendue vers l'objectif. On attend le signal qui va transformer cette nuit tranquille en un enfer pour nos cibles. Puis le téléphone vibre. Un message du spotter, Volvo V60 Break, IMAT espagnol, file de droite, seul à bord. À vous, c'est tout, précis, concis, militaire. Mon cœur s'accélère d'un coup. Je regarde Kader, il hoche la tête, un sourire carnassier aux lèvres, le regard brillant d'excitation. Je mets le pied au plancher. Les 600 chevaux se réveillent d'un coup, nous plaquant au siège. La bête est lâchée. La chasse est ouverte. La Volvo apparaît au loin, un point lumineux fragile dans notre viseur. Elle est exactement comme décrite dans le message. Une voiture de père de famille, un break Volvo qui roule tranquillement, sans se douter de rien. Le conducteur a l'air d'un type normal, la quarantaine, probablement fatigué par la route. C'est l'archétype parfait de la mule, qui traverse l'Europe pour quelques milliers d'euros, le maillon faible idéal. Dans ma tête, le plan tourne en boucle, simple et efficace. Ça va être facile. Trop facile. C'est cette pensée, cette arrogance, qui a été notre première erreur fatale. Le plan est simple, comme toujours. Je vais le coller par l'arrière, lui mettre la pression avec les pleins phares. Le T-Max de nos deux autres coéquipiers, qui nous suivaient à distance, va le dépasser et se rabattre brutalement devant lui, l'obligeant à freiner. On le coince, on le force à se ranger sur la prochaine aire de repos. 5 minutes, c'est plié.
On prend la cargaison, on brûle la Volvo pour effacer les traces et on dégage. Un classique du go fast, une opération nette et sans bavure. La manœuvre s'engage. Je fonds sur la Volvo, mes phares xénon remplissant son rétroviseur jusqu'à l'aveugler. Je vois la silhouette du conducteur se crisper. Il a compris que quelque chose clochait. Il ralentit, surpris. Au même moment, le T-Max surgit de la nuit, son moteur hurlant, et se place devant lui. C'est un balai mortel, parfaitement exécuté. Le break est forcé de quitter l'autoroute et de s'engager sur l'aire de repos déserte. Tout se déroule comme prévu. On est les maîtres. On contrôle la situation. L'aire de repos est silencieuse, seulement éclairée par quelques néons blafards qui grésillent. La Volvo s'immobilise. Je me gare en travers derrière elle, bloquant toute fuite possible. Kader n'attend même pas que le moteur soit coupé. Il saute de la voiture, la calache à la main, et se rue sur la portière du conducteur. Il hurle, sa voix résonnant dans la nuit. « Sors de la caisse, fils de pute, les mains sur la tête, donne tout !» La violence est notre langage, la peur notre outil de travail. Et c'est là que tout a commencé à déraper. Le chauffeur ne panique pas. Pas un cri, pas un sursaut, rien. Lentement, presque cérémonieusement, il coupe le contact de sa voiture, éteignant les phares et nous plongeant dans une semi-obscurité. Il ne met pas les mains sur la tête. À travers la vitre, je vois son visage. Il regarde Kader droit dans les yeux, avec un calme glacial, un sang-froid que je n'avais jamais vu de ma vie. Était inhumain, absolument pas normal. Un mec normal, quand tu lui mets une calache sous le nez au milieu de la nuit, soit il chiale, soit il pisse dans son froc, soit il obéit au doigt et à l'œil. Lui, non. Il était immobile, son regard ne sciait pas. Il nous détaillait, analysait la situation avec une froideur terrifiante. C'était comme s'il n'était pas la victime. C'était comme s'il nous observait, nous, comme si nous étions des insectes sous un microscope. Cette absence de peur était plus effrayante que n'importe quelle menace. C'est à ce moment précis que mon estomac s'est noué. Un frisson glacé a parcouru mon dos malgré la chaleur étouffante de la nuit. Une petite voix dans ma tête a commencé à hurler que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas un simple convoyeur. J'ai senti le piège se refermer sur nous. On avait déconné. On était tombé sur quelqu'un ou quelque chose qui ne faisait pas partie de notre monde, qui jouait selon des règles différentes. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Kader, lui, n'a rien senti de tout ça. Pour lui, ce calme était un affront, une provocation directe. La Agra C était son domaine, et ce type était en train de lui manquer de respect en ne montrant aucune peur. Énervé, il a cessé de crier. Il a fait le tour de la voiture, se dirigeant vers le coffre. Il allait l'ouvrir de force, prendre le matos et en finir. « Tu veux jouer au malin, on va voir !» a-t-il marmonné, levant la crosse de son fusil pour fracasser la vitre arrière. Le contact du métal sur le verre a été le déclencheur, mais ce ne fut pas le bruit d'une vitre qui explose. Au lieu de ça, un flash aveuglant, d'une blancheur absolue, a jailli du coffre, accompagné d'un son strident et assourdissant. Une grenade flash, ou un truc du genre. La détonation a projeté Kader en arrière, complètement désorienté, hurlant de douleur et de surprise, les mains sur son visage. Il était à terre, neutralisé en une fraction de seconde, aveugle et sourd. Simultanément, 2 tirs secs ont déchiré la nuit. Pas une rafale de kalash. 2 détonations chirurgicales, précises, professionnelles. Pan, pan. J'ai vu le corps de Kader, déjà à terre, dont la tête a basculé en arrière. Un petit trou est apparu sur son front. Il ne bougeait plus. Mort. J était paralysé. Le cerveau incapable de traiter l'information. D'où venaient les tirs? Je n'avais vu personne. C était comme si l'obscurité elle-même nous avait tiré dessus, comme des fantômes. De cette même obscurité, des silhouettes ont émergé. 2, puis 3. Tout en noir, équipés de la tête aux pieds, se déplaçant sans un bruit. Pas d'uniforme de police, pas de brassard, pas de gyrophare. Leurs mouvements étaient fluides, économiques, une chorégraphie mortelle. Ils n'ont pas crié « police », ils n'ont rien dit. Ils avançaient en formation, leurs armes pointées vers nous, couvrant chaque angle. C étaient des fantômes, des prédateurs sortis de nulle part pour nous exécuter. Le chauffeur de la Volvo était sorti de sa voiture, un pistolet à la main, se déplaçant avec la même efficacité glaçante. Il n'était pas la cible, il était l'appât. On était tombé dans une souricière,
une opération montée de toutes pièces. J'ai eu le réflexe d'enfoncer l'accélérateur, de tenter une fuite désespérée. Mais avant même que la voiture ne bouge d'1 centimètre, un tir a fait exploser mon pneu avant droit dans un bruit de tonnerre. L'Audi s'est affaissé. J'y étais piégé. La portière s'est ouverte d'un coup sec. Une main gantée m'a agrippé par le col de mon survêtement et m'a jeté dehors comme un sac de merde. Ma tête a heurté le bitume. J'ai senti une douleur fulgurante dans ma jambe. Une balle. Il m'avait tiré dessus sans que je m'en rende compte. En moins de 3 secondes, J était passé de prédateur à gibier, de roi de l'asphalte à un type blessé qui saigne sur le sol. La réalité venait de me frapper en pleine gueule avec la violence d'un train. Le monde tournait autour de moi, je voyais flou. Les hommes en noir ne s'occupaient plus de moi. Ils ont sécurisé la Volvo avec une rapidité déconcertante. L'un d'eux a ouvert le coffre. Il n'y avait pas des kilos de drogue. Juste une petite mallette en métal type militaire. Il l'a prise, a refermé le coffre et ils ont échangé quelques mots rapides avec le chauffeur. Leurs voix étaient des murmures, des chuchotements professionnels. Je n'étais plus un acteur de la scène. Je étais un déchet sur le décor. Aussi vite qu'ils étaient apparus, ils ont disparu. Ils se sont fondus dans la nuit, s'évanouissant dans l'ombre derrière l'air de repos. Pas de voiture, pas de bruit, rien. Des fantômes. Le chauffeur de la Volvo est remonté dans son véhicule, a démarré et a repris l'autoroute tranquillement, comme s'il venait de faire une simple pause café. Je suis resté seul sur le bitume, à côté du corps de Kader dans un silence de mort, l'odeur de la poudre flottant encore dans l'air. 10 minutes plus tard, l'enfer s'est de nouveau déchaîné, mais cette fois, CE était un enfer familier. Les gyrophares bleus et rouges de la BRI et de la gendarmerie ont déchiré la nuit. Des dizaines de véhicules, des hommes en armes partout. Ils ont débarqué en hurlant, sécurisant la zone. Pour eux, la scène était claire. Un règlement de compte classique entre narcotrafiquants. Un mort, un blessé, 2 voitures, des douilles de calache par terre. L'histoire était déjà écrite, simple et crédible. L'humiliation a été totale. Les premiers flics de la BAC arrivés en renfort m'ont traité comme la dernière des merdes. Ils m'ont mis sur le ventre, un genou sur le dos, les mains menottées si fort que mes poignets saignaient. J'ai essayé de leur dire, j'ai balbutié, C étaient pas des mecs de cité. C étaient des militaires, des fantômes. Ils se sont marrés. Pour eux, J était juste un autre voyou qui délirait après s'être pris une balle, essayant de sauver sa peau. Personne ne m'a cru. Le combat était fini. La justice des hommes commençait. J'ai pris cher. Association de malfaiteurs, tentative de vol à main armée, homicide involontaire parce que J était le pilote dans une opération qui a mal tourné. La mort de Kader, c'est moi qui l'ai prise sur le dos. Le juge n'a jamais voulu entendre ma version des faits. Les preuves étaient là. Une attaque de go fast qui a dégénéré. Elle, État a fourni une version simple et crédible. La mienne était celle d'un fou. La sentence est tombée comme un coup près. 20 ans de prison. 20 ans pour une erreur de jugement de quelques secondes. 20 ans pour avoir cru qu'on était les plus forts. 20 ans pour avoir mordu à un hameçon qui n'était pas pour nous. Mon avocat a dit que je m'en sortais bien. Bien, ma vie était finie, mon pote était mort, et les vrais tueurs, eux, étaient probablement en train de boire un café quelque part, leur mission accomplie et classée secret défense. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à l'ombre, mais pas au Baumette avec les autres mecs de Marseille. Ils m'ont transféré à l'isolement à Fresnes, loin de tout et de tous. Je comprends pourquoi maintenant. Je n'ai pas eu droit à des interrogatoires de flics classiques. J'ai eu des visites, des mecs en costard gris, sans visage, qui ne disaient jamais leur nom. Ils ne me posaient pas de questions sur le trafic, mais sur ce que j'avais vu cette nuit-là. Sur les silhouettes, je suis seul. Mon réseau m'a lâché. Pour eux, soit je suis devenu fou, soit je suis une pouquille qui a retourné sa veste pour avoir une peine moins lourde. Personne ne veut croire à mon histoire de commando invisible. Dans notre monde, ça n'existe pas. Il y a les gangs, il y a les flics. Point final. Parler de services secrets, de la DGSE, c'est de la science-fiction. Je suis devenu un paria, un fantôme moi aussi, hanté par le souvenir de cette nuit. Où suis-je maintenant? Dans une cellule de 6 mètres carrés, avec pour seule vue un mur en béton. Je repasse cette nuit en boucle, chaque seconde, chaque détail. L'arrogance dans nos yeux, la certitude de notre victoire. Puis le flash, le bruit, le calme terrifiant de ce chauffeur.
J'ai appris ma leçon de la manière la plus brutale qui soit, une leçon sur la véritable chaîne alimentaire du pouvoir, une chaîne dont nous n'étions même pas le dernier maillon, juste un appât insignifiant. Et le prédateur, le chauffeur de la Volvo, je suis sûr qu'il est quelque part en Afrique ou au Moyen-Orient, en train de préparer une autre opération, un autre piège. Il a probablement déjà oublié nos visages, simples dommages collatéraux dans une partie des échecs qui nous dépassaient complètement. Il est l'instrument d'une force invisible et absolue, celle de El État. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne se vante pas, mais qui frappe avec une précision mortelle et chirurgicale. Dans la cité, on apprend la loi du plus fort. On se croyait des lions dans la jungle de béton de Marseille, les rois de notre petit territoire. La vérité, c'est qu'on n'était que des hyènes bruyantes et stupides. Et ce soir-là, sans le savoir, on a marché sur le territoire du vrai roi de la jungle. Un roi qui ne rugit pas pour impressionner la galerie. Il frappe, et il disparaît dans la nuit. La rue, c'est rien. Le vrai pouvoir, le seul qui compte, il est invisible. Je suis Yanis, alias le pilote. Dans le réseau, ma réputation n'est plus à faire. Quand il faut un mec qui a les mains soudées au volant et le cœur glacé, c'est mon nom qui sort. L'Audi RS6 gris Nardo, c'est ma couronne. Personne d'autre ne la touche. C'est plus qu'une voiture. C'est un symbole de notre puissance. Un missile sol-sol qui nous rend intouchables aux yeux des Schmitt et des autres équipes. À son volant, je ne suis plus un simple mec de la cité. Je suis le roi de l'autoroute. À côté de moi, il y a Kader. Lui, c'est le contraire. Impulsif, la gâchette facile, le sang toujours chaud. Il est là pour la force brute, pour la dissuasion. Sa calache, il la traite comme une extension de son bras. Notre duo est rodé. Moi, la précision chirurgicale au volant. Lui, le chaos contrôlé à la portière. Ensemble, on est une machine de guerre, les deux faces d'une même pièce qui ne tombe jamais du mauvais côté. On se croit invulnérable, un mythe vivant des quartiers nord. Le briefing a été rapide, donné par un grand du quartier dans la pénombre du parking. La voix grave, respectée. Un convoi des Yoda remonte d'Espagne, plein à craquer de matos. On les plume sur l'autoroute. Propre, net. Faut leur montrer c'est qui les patrons à Marseille. L'info venait d'une Pouki bien placée. Elle semblait en béton. Pour nous, était une mission de routine. Une simple démonstration de force pour asseoir notre domination sur le territoire et faire rentrer de l'oseille. Mais la vérité, c'est que ce N n'était pas juste pour la thune. Était pour la agra. L'humiliation pure et simple de nos rivaux. Les voir à genoux sur le bas-côté, le regard vide, pendant qu'on repart avec leur chargement, ça n'a pas de prix. C'est ça, le vrai pouvoir dans la rue. Ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu peux prendre aux autres. C'est cette montée d'ego, cette sensation d'être au-dessus de la loi, au-dessus de tout le monde, qui nous faisait vraiment vibrer. On est habillé pour la guerre, notre uniforme de charbonneur, ensemble de survêtements Lacoste noir intégral, discret et efficace. La sacoche Gucci en bandoulière pour le style, et au pied, la paire de Nike TN requins blanche, neuve, intouchée. C'est notre armure, le symbole de notre réussite. On représente la cité, on représente la puissance de la DZ Mafia. Chaque détail compte, chaque marque est une affirmation de notre statut. On est des soldats du bitume, et ce soir, on part en campagne. Dans la boîte à gants, mon Glock 19 dort tranquillement. Il n'est pas censé servir. Mon arme à moi, c'est l'Audi. Ses accélérations foudroyantes, sa capacité à disparaître dans le trafic, c'est ça ma signature. Kader, lui, a sa calache entre les jambes, le canon pointé vers le sol, prêt à cracher le feu à la moindre seconde. La tension est palpable, mais c'est une bonne tension. C'est l'excitation du prédateur qui sent l'odeur de sa proie, une certitude froide et absolue que la nuit nous appartient. On quitte Marseille par l'A7, l'autoroute du soleil. La RS6 glisse sur l'asphalte, silencieuse et mortelle. Les lumières de la ville S éloignent dans le rétroviseur, remplacées par l'obscurité de la campagne provençale. Le spotter, notre ouvreur dans une Clio banale, est déjà loin devant. Il est nos yeux. Son job est simple, repérer la cible, nous donner le feu vert et disparaître. C'est une mécanique bien huilée, une chorégraphie qu'on a répétée des dizaines de fois. On est des professionnels. L'attente commence. C'est le moment le plus étrange. Le moteur ronronne à peine. La musique tourne en fond. Un rap français qui parle de notre vie. Dehors, c'est le calme plat. Juste le défilement des lignes blanches et des rares camions qui roulent la nuit.
On ne parle pas beaucoup. On est concentré, chaque fibre de notre être tendue vers l'objectif. On attend le signal, le message qui va transformer cette nuit tranquille en un enfer de quelques minutes pour nos cibles. Puis le téléphone vibre. Un message du spotter. Volvo V60 break. IMMAT espagnol. File de droite. Seul à bord. À vous. C'est tout. Précis. Concis. Mon cœur s'accélère d'un coup. Je regarde Kader. Il hoche la tête. Un sourire carnassier aux lèvres. Je mets le pied au plancher. Les 600 chevaux se réveillant d'un coup, nous plaquant au siège. La bête est lâchée. La chasse est ouverte. La Volvo apparaît au loin, un point lumineux fragile dans notre viseur. Elle est exactement comme décrite. Une voiture de père de famille, qui roule tranquillement sans se douter de rien. Le conducteur a l'air d'un type normal, la quarantaine, fatigué par la route. L'archétype parfait de la mule qui traverse l'Europe pour quelques milliers d'euros. Dans ma tête, le plan tourne en boucle. Ça va être facile, trop facile. C'est cette pensée, cette arrogance, qui a été notre première erreur. On voyait un agneau. Mais on avait affaire à un tout autre animal. Le plan est simple, comme toujours. Je vais le coller par l'arrière, lui mettre la pression. Le T-Max de nos deux autres coéquipiers, qui nous suivaient à distance, va le dépasser et se rabattre brutalement devant lui, l'obligeant à freiner. On le coince, on le force à se ranger sur la prochaine aire de repos. 5 minutes, c'est plié. On prend la cargaison, on brûle la Volvo pour effacer les traces et on dégage. Un classique du Go Fast, une opération nette et sans bavure. La manœuvre s'engage. Je fonds sur la Volvo, mes phares xénon remplissant son rétroviseur. Je vois la silhouette du conducteur se crisper. Il ralentit, surpris. Au même moment, le T-Max surgit de la nuit, son moteur hurlant, et se place devant lui. C'est un balai mortel parfaitement exécuté. Le break est forcé de quitter l'autoroute et de s'engager sur l'aire de repos déserte. Tout se déroule comme prévu. On est les maîtres. On contrôle la situation de A à Z. L'aire de repos est silencieuse, seulement éclairée par quelques néons blafards qui grésillent et attirent les moustiques. La Volvo s'immobilise. Je me gare en travers derrière elle, bloquant toute fuite possible. Kader n'attend même pas que le moteur soit coupé. Il saute de la voiture, la calache à la main, et se rue sur la portière du conducteur. Il hurle, sa voix résonnant dans la nuit chaude. Sors de la caisse. Fils de pute, les mains sur la tête, donne toutes. C'est la procédure, brutale et efficace. Et c'est là que tout a commencé à déraper. Le chauffeur ne panique pas un cri, pas un sursaut, rien. Lentement, presque cérémonieusement, il coupe le contact de sa voiture, éteignant les phares et nous plongeant dans une semi-obscurité angoissante. Il ne met pas les mains sur la tête. À travers la vitre, je vois son visage. Il regarde Kader droit dans les yeux, avec un calme glacial, un sang-froid que je n'avais jamais vu de ma vie. C était inhumain, absolument pas normal. Un mec normal, quand tu lui mets une calache sous le nez au milieu de la nuit, soit il chiale, soit il pisse dans son froc, soit il obéit au doigt et à l'œil sans discuter. Lui, non. Il était immobile, son regard ne sciait pas. Il nous détaillait, analysait la situation avec une froideur terrifiante. C était comme s'il n'était pas la victime. C était comme s'il nous observait, nous, comme si nous étions des insectes sous un microscope. Cette absence de peur était plus effrayante que n'importe quelle menace. C'est à ce moment précis que mon estomac s'est noué. Un frisson glacé a parcouru mon dos, malgré la chaleur étouffante de la nuit. Une petite voix dans ma tête a commencé à hurler que quelque chose n'allait pas, que ce N n'était pas un simple convoyeur. Il n'avait pas peur, il nous jaugeait. Son regard passait de la calage de Kader à ma position dans l'Audi, puis aux 2 mecs sur le T-Max restés en retrait. Il calculait les angles, les distances. Il était au travail. Puis mes yeux ont accroché un détail qui a transformé ma peur en terreur pure. Le tissu de son polo noir était tendu d'une manière anormale sur son torse, dessinant les contours rigides et rectangulaires d'une plaque balistique. Un gilet pare-balles lourd, et sur le siège passager, à peine visible, la crosse d'une arme de poing qui n'était pas un jouet, un Sig Sauer P226. J'ai compris. Ce N n'était pas une mule. C était un flic, un militaire, ou pire encore. Kader, lui, n'a rien vu de tout ça. Pour lui, ce calme était un affront, une provocation directe. La Agra C était son domaine, et ce type était en train de lui manquer de respect en ne montrant aucune peur. Énervé, il a cessé de crier. Son silence était encore plus menaçant.
Il a interprété le sang-froid du chauffeur comme du mépris, une insulte à notre réputation, à la puissance de la DZ Mafia. Son ego était touché, et un Kader vexé devenait une bête incontrôlable. J'ai voulu crier, lui dire de tout laisser tomber, de remonter dans la caisse et de se barrer à toute vitesse. J'ai ouvert la bouche, un son est à peine sorti, un murmure. « Kader, on se casse. C'est un piège. » Mais il était déjà en mouvement. Sourd à tout sauf à son orgueil blessé. Il ne m'a pas entendu ou n'a pas voulu m'entendre. Il était déjà trop tard. Le mécanisme de l'engrenage fatal était enclenché, et nous allions être broyés avec. Il a fait le tour de la voiture, se dirigeant vers le coffre d'un pas décidé. Il allait l'ouvrir de force, prendre le matos et en finir pour montrer qui était le patron. « Tu veux jouer au malin ? On va voir », a-t-il marmonné, levant la crosse de son fusil pour fracasser la vitre arrière. Chaque pas qu'il faisait vers ce coffre était un pas de plus vers notre tombe. Je regardais la scène depuis mon siège, paralysé, le cœur battant à me rompre la poitrine. Et là, juste avant le bruit et la fureur, j'ai eu une certitude absolue, froide comme le regard de notre cible. On avait merdé. On avait merdé comme jamais. Ce N n'était pas une opération de routine. Ça, c'était une exécution programmée, et nous étions les invités d'honneur. On n'était pas les chasseurs. On était le gibier qu'on venait de livrer à domicile, ficelé et prêt à être découpé. La nuit venait de basculer dans une dimension que nous ne connaissions pas. Le contact du métal sur le verre a été le déclencheur, mais ce ne fut pas le bruit d'une vitre qui explose. Au lieu de ça, un flash aveuglant, d'une blancheur absolue, a jailli du coffre, accompagné d'un son strident et assourdissant. Une grenade flash, ou un truc du genre. La détonation a projeté Kader en arrière, complètement désorienté, hurlant de douleur et de surprise, les mains sur son visage. Il était à terre, neutralisé en une fraction de seconde, aveugle et sourd. La lumière blanche a tout effacé, transformant la nuit en un cauchemar surexposé. Mes pupilles se sont contractées jusqu'à la douleur. Le son, une lame de rasoir dans mes tympans, a couvert les cris de Kader. C'était une agression sensorielle totale, conçue pour paralyser, pour effacer toute capacité de réaction. Pendant une seconde qui a duré une éternité, le monde N était plus qu'un vacarme blanc. J était prisonnier dans ma propre tête, le cerveau en court-circuit, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Simultanément, 2 tirs secs ont déchiré la nuit. Pas une rafale de Kalash, 2 détonations chirurgicales, précises, professionnelles. Panne. J'ai vu le corps de Kader, déjà à terre, dont la tête a basculé en arrière. Un petit trou est apparu sur son front. Il ne bougeait plus. Mort. J était paralysé, le cerveau incapable de traiter l'information. D'où venaient les tirs? Je n'avais vu personne. C'était comme si l'obscurité elle-même nous avait tiré dessus, comme des fantômes. De cette même obscurité, des silhouettes ont émergé. 2, puis 3. Tout en noir, équipés de la tête aux pieds, se déplaçant sans un bruit. Pas d'uniforme de police, pas de brassard, pas de gyrophare. Leurs mouvements étaient fluides, économiques, une chorégraphie mortelle. Ils n'ont pas crié « Police ». Ils n'ont rien dit. Ils avançaient en formation, leurs armes pointées vers nous, couvrant chaque angle. C'étaient des fantômes, des prédateurs sortis de nulle part pour nous exécuter. Le chauffeur de la Volvo était sorti de sa voiture, un pistolet à la main, se déplaçant avec la même efficacité glaçante. Il n'était pas la cible, il était l'appât. On était tombé dans une souricière, une opération montée de toutes pièces. Son visage, autrefois fatigué, était maintenant un masque de concentration absolue. Il n'avait plus l'air d'une mule, mais d'un loup qui venait de refermer son piège sur une meute de chiens errants. La révélation m'a frappé avec la violence d'une balle. J'ai eu le réflexe d'enfoncer l'accélérateur, de tenter une fuite désespérée. Le V8 de la RS6 a rugi une fraction de seconde, une promesse de salut. Mais avant même que la voiture ne bouge d'un centimètre, un tir a fait exploser mon pneu avant droit dans un bruit de tonnerre. L'Audi s'est affaissé, le nez plongeant vers le bitume. J était piégé dans mon propre char, ma forteresse devenue mon cercueil. La chasse était terminée. J était le dernier trophée. Mes 2 autres coéquipiers sur le T-Max, qui observaient la scène de loin, ont compris. Ils ont tenté de faire demi-tour, de s'enfuir dans la nuit, mais une des silhouettes s'est retournée, a épaulé son arme, et 2 autres tirs secs ont retenti.
J'ai entendu le bruit du scooter qui se couche sur l'asphalte dans une gerbe des étincelles, puis le silence. Ils avaient été neutralisés avec la même précision impitoyable. En moins de 10 secondes, notre équipe n'existait plus. La portière s'est ouverte d'un coup sec. Une main gantée m'a agrippé par le col de mon survêtement et m'a jeté dehors comme un sac de merde. Ma tête a heurté le bitume. J'ai senti une douleur fulgurante dans ma jambe. Une balle. Il m'avait tiré dessus sans que je m'en rende compte. En moins de 3 secondes, J était passé de prédateur à gibier, de roi de l'asphalte à un type blessé qui saigne sur le sol. La réalité venait de me frapper en pleine gueule. Le monde tournait autour de moi. Je voyais flou. Les hommes en noir ne s'occupaient plus de moi. Ils ont sécurisé la Volvo avec une rapidité déconcertante. L'un d'eux a ouvert le coffre. Il n'y avait pas des kilos de drogue. Juste une petite mallette en métal, type militaire. Il l'a prise, a refermé le coffre, et ils ont échangé quelques mots rapides avec le chauffeur. Leurs voix étaient des murmures, des chuchotements professionnels. Je n'étais plus un acteur de la scène, j'étais un déchet sur le décor. Aussi vite qu'ils étaient apparus, ils ont disparu. Ils se sont fondus dans la nuit, évanouissant dans l'ombre derrière l'air de repos. Pas de voiture, pas de bruit, rien. Des fantômes. Le chauffeur de la Volvo est remonté dans son véhicule, a démarré et a repris l'autoroute tranquillement, comme s'il venait de faire une simple pause café. Je suis resté seul sur le bitume, à côté du corps de Kader, dans un silence de mort, l'odeur de la poudre flottant encore dans l'air. 10 minutes plus tard, l'enfer s'est de nouveau déchaîné, mais cette fois, était un enfer familier. Les gyrophares bleus et rouges de la BRI et de la gendarmerie ont déchiré la nuit. Des dizaines de véhicules, des hommes en armes partout. Ils ont débarqué en hurlant, sécurisant la zone. Pour eux, la scène était claire. Un règlement de compte classique entre narcotrafiquants. Un mort, un blessé, 2 voitures, des douilles de calage par terre. L'histoire était déjà écrite, simple et crédible. L'humiliation a été totale. Les premiers flics de la BAC arrivés en renfort m'ont traité comme la dernière des merdes. Ils m'ont mis sur le ventre, un genou sur le dos, les mains menottées si fort que mes poignets saignaient. J'ai essayé de leur dire. J'ai balbutié, étaient pas des mecs de cité. Étaient des militaires, des fantômes. Ils se sont marrés. Pour eux, J était juste un autre voyou qui délirait après s'être pris une balle, essayant de sauver sa peau. Personne ne m'a cru. Le combat était fini. La justice des hommes commençait. J'ai pris cher. Association de malfaiteurs, tentative de vol à main armée, homicide involontaire parce que J était le pilote dans une opération qui a mal tourné. La mort de Kader, c'est moi qui l'ai prise sur le dos. Le juge n'a jamais voulu entendre ma version des faits. Les preuves étaient là. Une attaque de go fast qui a dégénéré. Elle, État, a fourni une version simple et crédible. La mienne était celle d'un fou. La sentence est tombée comme un couperet. 20 ans de prison. 20 ans pour une erreur de jugement de quelques secondes. 20 ans pour avoir cru qu'on était les plus forts. 20 ans pour avoir mordu à un hameçon qui n'était pas pour nous. Mon avocat a dit que je m'en sortais bien. Bien, ma vie était finie, mon pote était mort, et les vrais tueurs, eux, étaient probablement en train de boire un café quelque part. Leur mission accomplie et classée secret défense. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 putains d'années. Je ne suis plus à Fresnes. Ils m'ont renvoyé au Bercail, au Baumettes. Ironique, non? Revenir à Marseille, mais pour y être enterré vivant. Je ne suis plus le pilote, je suis le matricule 7 451. La vue sur la mer que j'aperçois entre les barreaux n'est plus une promesse de liberté, mais une insulte quotidienne. L'odeur de la pisse et de la S a remplacé celle du cuir de l'Audi et de l'oseille facile. Mon nom est mort dans la rue. Pour les anciens de la DZ Mafia, je suis soit une poukie qui a balancé pour gratter des années, soit un fou qui a pété un câble cette nuit-là. Les visites des mecs en costard se sont espacées, mais je sais qu'ils m'ont à l'œil. Ils n'ont plus besoin de me menacer. Le souvenir du regard du chauffeur et du bruit sec des tirs suffit. Ma vraie prison, ce n'est pas cette cellule. C'est cette vérité que je suis le seul à porter. Et lui, le prédateur, le chauffeur de la Volvo, parfois, je crois le reconnaître dans un reportage flou sur une chaîne d'infos, une silhouette en arrière-plan au Sahel ou en Syrie. Il a dû oublier mon visage, le nom de Kader. Nous n'étions qu'un incident de parcours dans sa guerre, un simple dommage collatéral. Il continue sa vie de fantôme, un soldat invisible de la République, pendant que je paye pour avoir cru, l'espace d'une nuit, que nous jouions dans la même cour.
Dans la cité, on apprend la loi du plus fort. On se croyait des lions dans la jungle de béton de Marseille, les rois de notre petit territoire. La vérité, c'est qu'on n'était que des hyènes bruyantes et stupides. Et ce soir-là, sans le savoir, on a marché sur le territoire du vrai roi de la jungle. Un roi qui ne rugit pas pour impressionner la galerie. Il frappe, et il disparaît dans la nuit. La rue, c'est rien. Le vrai pouvoir, le seul qui compte, il est invisible.